le matin où une femme âgée de la nation Passamaquoddy m'a raconté que son peuple rencontrait des géants de la forêt depuis des générations, j'ai cru qu'elle me mettait à l'épreuve. Ou peut-être qu'elle essayait de m'effrayer pour m'éloigner de ce qui se passait dans ces bois. Mais les choses qu'elle m'a révélées sur ces créatures, leur existence, leur territoire et leurs besoins désespérés de secrets, allaient me mener à une confrontation à laquelle des années d'entraînement à la survie en pleine nature ne m'avaient jamais préparé. Je m'appelle Maya Brennan et j'ai passé 14 ans à travailler comme technicienne de relevée en milieu sauvage pour le service des forêts du Maine. Mon travail m'a conduite à travers des milliers d'hectares de forêts du Nord, à cartographier l'état des sentiers, à documenter les changements environnementaux et à signaler les dangers potentiels pour le public. C'était un travail précis, méthodique, qui correspondait parfaitement à mon tempérament. Mesurer l'érosion, photographier les dégâts, remplir le rapport. Rien de mystérieux, rien de surnaturel, juste des pins, des affleurements de granit et l'orignal occasionnel qui surprenaient les campeurs du week-end. Tout cela a changé en septembre 1994, lorsque tout ce que je croyais savoir sur ces forêts a volé en éclats. Tout a commencé un mardi au bureau régional de Jackman, dans le Maine, une petite ville forestière près de la frontière canadienne où la forêt s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. J'avais conduit mon véhicule de service, un Ford Ranger de 1991 vert foncé avec l'emblème du service des forêts du Maine peint sur la portière, ne m'attendant à rien de plus qu'une autre semaine standard d'évaluation sur le terrain. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma supérieure, Helen Ridgway, debout devant son bureau avec une expression que je n'avais jamais vue en 12 ans de travail sous sa direction. « Maya, Dieu merci, tu es arrivée en avance », dit-elle en me faisant signe d'entrer avec une urgence inhabituelle. Il se passe quelque chose d'étrange sur le réseau du sentier de Boundary Ridge, secteur 19, près de cette grande parcelle d'épicéas anciens où personne ne va jamais. J'ai posé mon thermos de café noir et j'ai attrapé mon carnet de terrain, le même bloc à spirale que j'utilisais depuis des années. De quel genre d'étrangeté parle-t-on ? L'équipe de bénévoles pour l'entretien des sentiers a abandonné le chantier hier. C'est la 3e fois cette semaine qu'ils refusent de finir leur travail là-bas. Hélène appuya les paumes de ses mains sur son bureau et expira lentement. Ils n'arrêtent pas de dire que l'ambiance y est étrange. Ce sont leurs mots exacts. Étrange. J'ai haussé un sourcil. Les bénévoles qui entretenaient les sentiers dans cette région étaient pour la plupart des bûcherons et des guides de chasse à la retraite, des gens qui avaient passé toute leur vie dans ces bois. Définis-moi étrange. C'est bien là le problème. Ils ne veulent pas me donner de détails. Suzanne Pelletier, la coordinatrice de l'équipe, se contente de secouer la tête et de dire qu'ils n'y retourneront sous aucun prétexte. Elle dit que toute la forêt semble malade et qu'il y a des dégâts là-bas qui n'ont aucun sens. Hélène déplia une carte topographique sur son bureau et tapota du bout du doigt une zone entourée d'un cercle. « Il faut que tu ailles là-bas, que tu fasses un relevé en bonne et due forme et que tu me donnes une explication rationnelle à ce qui effraie ces gens. J'ai besoin de documentation. » « C'est probablement juste un ours qui marque son territoire, ai-je suggéré. Peut-être une femelle agressive avec ses petits. Septembre peut être imprévisible avec la saison de l'alimentation qui approche. C'est exactement ce que j'ai dit à Suzanne. Elle a répondu que ce ne sont pas des ours. Hélène se renversa dans son fauteuil et croisa les bras. Écoute, je ne crois pas à ces histoires de forêt hantée, mais j'ai besoin de réponses. S'il y a de réels dégâts sur le sentier, nous devons les évaluer et planifier les réparations avant l'hiver. Si les bénévoles souffrent juste d'une sorte d'hystérie collective, j'ai besoin de le savoir aussi. Je passais déjà en revue ma liste mentale d'équipements. Quand veux-tu que j'y sois ? Aujourd'hui, si possible. Prends de quoi tenir 4 jours, peut-être 5. La section du sentier en question se trouve à environ 16 km du départ du sentier de Moose River. Il y a les fondations d'une ancienne cabane de garde forestier à environ 3 km après la zone problématique.
Tu peux y établir un camp de base, si besoin. 3 heures plus tard, je chargeais mon sac à dos dans la benne du pick-up. Mon kit de terrain était complet, mais familier. Une tente 4 saisons conçue pour les nuits froides du Maine, un sac de couchage résistant jusqu'à moins 10 degrés, mon réchaud de camping compact avec des cartouches de combustible supplémentaires, des comprimés de purification d'eau, une trousse de premiers secours complète, une boussole, des cartes topographiques couvrant 3 cantons, tout mon équipement de mesure, et mon appareil photo, un fidèle Pentax Camille, avec 8 pellicules Kodak. J'ai aussi emporté ma radio portable, même si je savais par expérience que la réception dans les vallées profondes et sur les crêtes de cette région était, au mieux, peu fiable. Le trajet jusqu'au départ du sentier de Moose River a duré près de 2 heures sur des chemins forestiers de plus en plus dégradés. Mon pick-up vibrait sur le gravier en tôle ondulée et tanguait dans des nids de poules qui n'avaient pas été entretenus depuis l'automne précédent. Je n'ai croisé qu'un seul autre véhicule pendant tout le trajet, une camionnette cabossée avec des plaques du Québec, probablement des chasseurs en repérage pour la saison du cerf à venir. Le parking du départ du sentier était vide quand je suis arrivé à 12h30. J'ai passé 20 minutes à organiser mon sac, à vérifier mon équipement et à étudier la carte. Le secteur 19 était clairement indiqué sur mes cartes de relevé. Une portion de sentier de 11 km qui serpentait à travers des peuplements de vieux épicéas rouges et de sapins baumiers, suivant la ligne de crête au-dessus du bras ouest de la Moose River. Selon mes dossiers, l'équipe de bénévoles devait dégager les arbres abattus par le vent et réparer les structures de drainage endommagées par les orages d'été. J'ai hissé mon sac sur mes épaules, probablement 23 kilos une fois chargé, et j'ai commencé à marcher. Les premiers kilomètres étaient un territoire que je connaissais bien, un sentier entretenu avec des vues occasionnelles sur la vallée en contrebas. La forêt ici avait cette atmosphère de cathédrale que possèdent les forêts anciennes, des troncs massifs s'élevant comme des piliers vers une canopée qui filtrait la lumière de l'après-midi en motifs changeants sur le sol forestier. Une mousse épaisse recouvrait les rochers de granit. Des fougères tapissaient le sous-bois. Vers le 10e kilomètre, j'ai commencé à remarquer des changements. Rien de spectaculaire au début, juste une anomalie subtile que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Les chants d'oiseaux qui m'avaient accompagné depuis le début du sentier s'étaient tus. Je n'avais vu aucun écureuil roux ni tamia depuis 45 minutes, ce qui était très inhabituel pour cette période de l'année où les animaux stockent frénétiquement de la nourriture pour l'hiver. L'air lui-même semblait peser d'un poids invisible, bien qu'il n'y eût aucune raison météorologique logique à cette sensation. Puis, j'ai atteint le secteur 19, et j'ai immédiatement compris pourquoi l'équipe de bénévoles avait refusé de continuer à travailler. Les dégâts étaient considérables et totalement inexplicables. Un épicéa rouge d'environ 27 mètres de haut et près d'1,20 m de diamètre à la base avait été poussé, pas coupé, pas brisé par le vent, poussé. La motte racinaire était encore exposée, des morceaux de terre forestière sombre s'accrochant aux racines enchevêtrées, mais le tronc ne montrait aucun signe de maladie ou de pourriture qui expliquerait une chute naturelle. La direction de la chute était perpendiculaire au vent dominant que j'avais documenté dans cette vallée pendant des années. 50 mètres plus loin sur le sentier, j'ai trouvé d'autres dégâts. Un énorme rocher de granit, pesant facilement plusieurs centaines de kilos, avait été déplacé. Je pouvais voir la dépression dans la mousse où il avait reposé pendant des décennies, peut-être des siècles. Quelque chose l'avait soulevé et déplacé de près de 5 mètres de sa position d'origine. La mousse où il reposait maintenant était fraîchement écrasée, encore verte, indiquant que le mouvement s'était produit au cours de la dernière semaine tout au plus. J'ai tout photographié méthodiquement, en prenant des notes détaillées avec des relèvements à la boussole et des mesures précises. Mon esprit pratique cherchait désespérément des explications. Un glissement de terrain? Non. Le terrain environnant était stable et ne montrait aucun signe de mouvement de masse. Des engins lourds,
Il n'y avait aucune trace de véhicule, aucune route forestière à des kilomètres à la ronde, et cette section était bien trop isolée pour un quelconque accès mécanique. Un tremblement de terre ? J'aurais ressenti tout événement sismique suffisamment important pour déplacer des rochers et renverser des arbres sains. Le sentier lui-même était labouré à plusieurs endroits, de profondes entailles dans la terre qui ressemblaient à des marques de griffes, mais étaient énormes, bien plus grandes que celles de n'importe quel ours noir que j'avais pisté en 15 ans de travail en pleine nature. Chaque entaille individuelle mesurait près de 20 cm de large et au moins 10 cm de profondeur. Elle courait en série parallèle de 4, espacée d'environ 15 cm. Je documentais une perturbation particulièrement troublante. Une section où le sous-bois et les fougères avaient été complètement aplatis en un cercle grossier d'environ 6 mètres de diamètre, quand une voix a parlé derrière moi. « Vous ne devriez pas être ici. » Je me suis retourné d'un bond, ma main cherchant instinctivement le spray anti-ours accroché à ma hanche. Une femme âgée se tenait sur le sentier à environ 8 mètres de moi. Elle portait des vêtements de randonnée pratiques, un pantalon en toile sombre, un pull en laine épaisse de la couleur des feuilles d'automne et une veste en jean délavé qui semblait avoir des décennies. Mais elle se tenait avec une dignité tranquille qui semblait en décalage avec son apparence usée par le temps. Son visage était profondément ridé, sculpté par d'innombrables saisons de soleil, de vent et de froids hivers du Maine. De longs cheveux gris, striés de blanc, pendaient en 2 tresses qui descendaient plus bas que ses épaules. Elle tenait un bâton de marche sculpté dans du bouleau, sa surface polie par des années d'utilisation, avec des motifs rouges et noirs délavés peints près de la poignée. « Je suis Maya Brennan, du service des forêts du Maine », dis-je, me détendant légèrement mais restant prudente. Je ne l'avais pas du tout entendu approcher, ce qui était inhabituel étant donné le tapis de feuilles sèches qui recouvrait le sentier. « Je mène une enquête sur les dégâts. » Elle m'a probablement entendu de loin et s'est approchée en silence. « Je sais qui vous êtes, » répondit la femme. Sa voix était calme, mais portait clairement avec un accent que je ne pus immédiatement identifier. « Je suis Sarah Running Deer. Mon peuple a parcouru ces forêts bien avant que vos ancêtres ne traversent l'océan. Je surveille cette région depuis de nombreuses années maintenant. » J'ai hoché la tête respectueusement. Je m'excuse si je m'introduis sur des terres tribales. D'après mes cartes, c'est une forêt d'État ouverte au public. Vos cartes montrent les frontières que votre gouvernement a tracées. Elles ne montrent pas les vraies frontières. Sarah s'approcha, son bâton de marche produisant de légers bruits sur le tapis de feuilles. Les frontières qui comptent ici sont plus anciennes que vos cartes, bien plus anciennes. Malgré mon scepticisme naturel envers les discours mystiques sur la forêt, quelque chose dans son attitude me donnait envie d'écouter. De quelle frontière parlez-vous? Il y a une section de forêt qui commence à cet affleurement rocheux. Elle pointa du nord-est avec son bâton de marche vers une crête de granit visible à travers les arbres. Elle s'étend jusqu'à l'ancienne prairie de Castor près des sources du ruisseau, que vous appelez Cold Stream. Mon peuple a un accord avec ceux qui y vivent. Nous n'entrons pas sur leur territoire sans une permission en bonne et due forme. En retour, ils laissent nos terres en paix. J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait. À travers les arbres, je pouvais voir le terrain s'élever vers un enchevêtrement de granit couvert de mousse, le début d'une crête qui continuait sur plusieurs kilomètres à travers l'une des régions les plus reculées du nord du Maine. « Ceux qui y vivent ?» demandai-je. « Parlez-vous d'une famille vivant en autarcie, des ermites ?» Sarah m'étudia avec des yeux sombres, qui semblaient évaluer mon caractère d'une manière que je trouvais inconfortable. « Non, pas des ermites. Pas des humains du tout. » Elle marqua une pause. « Avez-vous entendu des histoires sur les géants de la forêt, ceux que certains appellent Sasquatch ou Bigfoot ?» J'ai failli rire, mais la gravité de son expression m'en a empêché. « J'ai entendu les histoires, des contes de feu de camp, des légendes, » dis-je prudemment,
ne voulant pas l'offenser. Êtes-vous en train de dire que vous croyez que ces histoires sont réelles? Je ne dis pas que je crois quoi que ce soit. Je vous dis ce qui est vrai. Sarah fit un geste vers la destruction qui nous entourait. Ces dégâts n'ont pas été causés par des ours, ils n'ont pas été causés par des tempêtes ou des tremblements de terre ou par une quelconque force que votre science peut mesurer. C'est le peuple de la forêt qui a fait ça. Ils vous avertissent, ils avertissent tout le monde. Le peuple de la forêt. L'expression flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait remercier poliment cette femme âgée pour son temps et continuer mon enquête avec des explications rationnelles. Mais une autre partie de moi, celle qui avait remarqué le silence anormal, les dégâts impossibles, l'étrange sensation d'être observé, cette partie-là écoutait. « Pourquoi nous avertirait-il » demandai-je. « Qu'essaye-t-il de dire ?»« Que quelque chose les menace. Quelque chose de votre monde. » Sarah se déplaça jusqu'au bord de la végétation aplatie et l'étudia avec une familiarité évidente. Quand le peuple de la forêt se sent menacé, il réagit. Ce sont des êtres pacifiques, pour la plupart. Ils ont survécu pendant des milliers d'années en évitant votre espèce, mais ils sont aussi territoriaux. Quand quelque chose envahit leur terre, ils ripostent. J'ai regardé les arbres renversés, les rochers déplacés, les profondes entailles dans la terre. Si vous me dites qu'une espèce inconnue de primates a causé ces dégâts, il me faudrait des preuves extraordinaires. Des preuves. Sarah hocha lentement la tête. Votre peuple veut toujours des preuves, des mesures, des photographies et des échantillons que vous pouvez étudier dans vos laboratoires. Mais certaines vérités ne rentrent pas dans les laboratoires. Certaines vérités exigent une autre façon de voir. Elle me regarda droit dans les yeux. Je pourrais vous montrer, si vous le voulez bien. Mais cela signifierait faire confiance à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Croire en quelque chose que votre formation vous dit être impossible. Me montrer quoi exactement? Le lieu de rencontre, là où mon peuple communique avec les géants de la forêt depuis de nombreuses générations. Ce soir est une nuit importante dans notre calendrier. Une nuit où nous renouvelons nos accords, présentons nos respects, laissons des offrandes. Elle marqua une pause. Si vous venez, vous verrez peut-être des choses qui changeront votre façon de comprendre ces forêts. Ou vous ne verrez rien, et vous retournerez à votre bureau pour écrire vos rapports sur les dégâts causés par les ours et les vents inhabituels. Je suis resté là, dans la lumière déclinante de l'après-midi, mon esprit rationnel en guerre avec ma curiosité. Tout dans cette situation était anormal. Des dégâts étranges qui défiaient toute explication. Une femme âgée qui semblait surgir de nulle part. Des contes de géants de la forêt que j'avais rejetés comme de la mythologie depuis mon enfance. Mais les preuves autour de moi étaient indéniables. Quelque chose avait causé cette destruction. Quelque chose de puissant et d'intelligent. « À quelle heure ce soir ?» demandai-je. « Minuit. » Sarah sourit légèrement, la première chaleur que j'avais vue sur son visage buriné. « Venez à l'affleurement de granit sur la crête quand la lune sera à son zénith. Apportez une offrande de tabac si vous en avez, c'est une marque de respect. Et Maya, ajouta-t-elle, sa voix devenant sérieuse, n'apportez rien d'autre, pas de lampe de poche, pas d'appareil photo. Le peuple de la forêt ne se montrera pas à quelqu'un qui porte les appareils de votre monde moderne. » J'ai hoché la tête, bien que mon côté pratique se rebelle à l'idée de laisser mon appareil photo. « Où dois-je vous retrouver ?»« Je vous trouverai. » Sarah se retourna et commença à redescendre le sentier. Ses pas étant presque silencieux malgré les feuilles sèches, soyez simplement à l'affleurement quand la lune atteindra son apogée, et soyez prête à voir votre compréhension du monde complètement transformée. Je l'ai regardé disparaître au détour d'un virage, puis je suis resté seul dans la clairière endommagée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Soit je venais d'accepter un rendez-vous à minuit avec une femme âgée potentiellement instable, soit
J'avais fait le premier pas vers la découverte de quelque chose que la science disait ne pas pouvoir exister. J'ai poursuivi mon enquête pendant 1 heure de plus, documentant d'autres dégâts en progressant le long du secteur 19. Le schéma de destruction était constant. Des arbres poussés, des rochers déplacés, de profondes entailles dans la terre, de la végétation aplatie en cercle. Quoi que ce fût qui ait causé ces dégâts, c'était puissant, méthodique et clairement intelligent dans son approche. Ce n'étaient pas des actes aléatoires de la nature. En fin d'après-midi, j'ai atteint les fondations de l'ancienne cabane de garde forestier que Helen avait mentionnée. Seule la cheminée en pierre et un plancher partiel subsistaient, mais cela offrait un endroit abrité pour monter ma tente. J'ai ramassé du bois, allumé un petit feu dans le cercle de pierre laissé par les campeurs précédents et préparé un simple dîner de ragoût lyophilisé et de café. En mangeant, j'ai regardé les ombres s'allonger sur le sol de la forêt et j'ai pensé à ce qui pourrait se passer à minuit. La partie rationnelle de mon cerveau construisait des explications alternatives. Sarah Running Deer était une femme âgée ayant des liens forts avec les croyances traditionnelles. Elle avait probablement vécu dans cette région toute sa vie et développé des mythologies élaborées pour expliquer les phénomènes naturels qu'elle ne comprenait pas. Les dégâts dans la forêt pouvaient s'expliquer par des micro-rafales, des événements venteux localisés qui pouvaient renverser des arbres de manière imprévisible. Les rochers déplacés pouvaient indiquer une érosion du sol ou un mouvement d'eau souterrain que je n'avais pas détecté. Les entailles pouvaient provenir d'un ours particulièrement grand traînant une proie. Mais aucune de ces explications ne semblait juste. Les dégâts étaient trop constants, trop étendus, trop délibérés dans leur schéma. Et il y avait autre chose, un sentiment que je ne pouvais pas ignorer. La sensation d'être observé ne m'avait pas quitté depuis que j'étais entré dans le secteur 19. Même maintenant, assise près de mon petit feu, alors que l'obscurité s'installait, je sentais des yeux invisibles étudier chacun de mes mouvements. J'ai regardé ma montre. 19h30. Environ 4h30 avant minuit. J'ai essayé de dormir, mais c'était impossible. Chaque bruit de la forêt environnante, chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'un hibou lointain semblait amplifié et significatif. Vers 23h, j'ai renoncé à essayer de me reposer et j'ai commencé à me préparer pour la rencontre. Sarah avait dit de n'apporter rien de moderne. Pas de lampe de poche, pas d'appareil photo. J'ai laissé à contre-cœur mon Pentax dans ma tente, ainsi que ma lampe de poche et ma radio. J'ai gardé seulement ma boussole, mon spray anti-ours et la petite pochette de tabac à pipe que je portais à des fins cérémonielles lorsque je travaillais avec des gestionnaires de terres tribales. Mes bottes étaient assez usées pour être confortables pour une randonnée de nuit. J'ai enfilé ma veste polaire la plus chaude et je suis sorti de la tente dans l'obscurité. La lune était presque pleine, fournissant assez de lumière pour naviguer sans aide artificielle. J'avais étudié attentivement la carte topographique et je savais que l'affleurement de granit se trouvait à environ 1,5 km au nord-ouest de mon camp, au bout d'une vague piste de gibier qui partait de la route principale. J'ai marché lentement, laissant mes yeux s'habituer au clair de lune filtrant à travers la canopée. La forêt la nuit était un monde différent de la forêt le jour. Les ombres s'accumulaient entre les troncs massifs comme de l'eau sombre. Le ululement d'une chouette rayée résonnait dans la vallée en contrebas. De petites créatures bruissaient dans les sous-bois, probablement des souris ou des campagnols vacants à leur occupation nocturne. L'air était froid, porteur de la première morsure de l'automne approchant, et mon souffle formait de petits nuages qui se dissipaient rapidement dans l'air calme. J'ai atteint l'affleurement de granit à minuit moins le quart. C'était une formation spectaculaire, un enchevêtrement de rochers de la taille d'une maison qui avait été déposée par les glaciers il y a des milliers d'années. Une mousse épaisse recouvrait une grande partie de la pierre, et des épicéas rabougris poussaient dans les fissures du roc. Le point le plus élevé offrait une vue dégagée sur le ciel, où la lune grimpait vers son zénith.
Sarah était déjà là, assise sur une pierre plate avec son bâton de marche sur les genoux. Elle a hoché la tête à mon approche, mais n'a pas parlé. Je me suis assise sur un rocher voisin et j'ai attendu. Pendant peut-être 15 minutes, rien ne s'est passé. La lune a poursuivi sa lente course dans le ciel. Une chouette a appelé quelque part en dessous de nous, dans la vallée. Le vent changeait occasionnellement, apportant des odeurs de pain et de décomposition. Je commençais à me demander si tout cela n'était pas un test élaboré de ma patience quand Sarah a finalement parlé. « Ils arrivent. N'ayez pas peur. Quoi que vous fassiez, ne courez pas. » J'ai ouvert la bouche pour lui demander ce qu'elle voulait dire, mais les mots sont morts dans ma gorge. De l'obscurité au-delà de l'affleurement de granit, quelque chose a bougé. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. Mon cerveau insistait pour interpréter la forme comme un ours debout sur ses pattes arrière, ce qui serait inhabituel mais pas impossible. Mais alors que la silhouette s'approchait, entrant dans une parcelle de clair de lune, j'ai réalisé qu'aucun ours ne pouvait ressembler à ça. C'était énorme. Au moins 2,40 m de haut, probablement plus près de 2,70 m. Carré d'épaules et couvert d'une fourrure dense et sombre qui paraissait presque noire au clair de lune. Son visage était partiellement visible, pas tout à fait humain, mais pas tout à fait animal non plus. Une arcade sourcilière proéminente ombrageait des yeux enfoncés qui brillaient à la lumière de la lune. Le nez était large et plat. La mâchoire était massive, mais pas protubérante comme celle d'un singe. Il se déplaçait avec une grâce fluide qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, chaque pas délibéré et presque silencieux. Derrière lui venaient deux autres silhouettes. L'une était plus petite, peut-être 1,80 m, se déplaçant avec l'énergie de la jeunesse. L'autre était à peu près de la même taille que la première, sa fourrure de couleur plus claire, plus brune que noire. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Chaque instinct en moi hurlait de courir, mais Sarah m'avait dit de ne pas le faire, et quelque chose dans son calme m'a maintenu figé sur place. La première créature s'est arrêtée à une dizaine de mètres. Elle a émis un son, une profonde vocalise qui n'était ni tout à fait un grognement, ni tout à fait un langage. Le son a résonné dans ma poitrine comme les notes graves d'un orgue. Sarah s'est levée lentement et a émis son propre son en réponse. Ce n'était pas une imitation parfaite, mais cela portait clairement un sens. Elle a fait quelques pas en avant, puis s'est agenouillée et a placé quelque chose sur une pierre plate entre elle et la créature. Je pouvais voir le reflet du métal, peut-être un couteau ou un outil, et ce qui ressemblait à un fagot de plantes séchées. La grande créature s'est approchée de l'offrande. Elle s'est penchée, a reniflé les objets, puis a émis une autre vocalise. Celle-ci semblait presque approbatrice. Elle a ramassé le fagot de plantes et l'a glissé quelque part dans l'épaisse fourrure de son corps, puis a tourné son attention vers moi. J'ai senti le poids de ses yeux comme une pression physique. Ce n'étaient pas les yeux vides d'un animal. Il y avait de l'intelligence là, du calcul, du jugement. J'étais en train d'être évalué, jaugé, mesuré par rapport à une norme que je ne pouvais pas comprendre. Sarah a parlé à voix basse, sans se tourner pour me regarder. « Levez-vous lentement. Sortez le tabac que vous avez apporté. Placez-le sur la pierre où j'ai laissé mon offrande. Bougez lentement et ne faites aucun mouvement brusque. » Mes mains tremblaient alors que je me levais. Chaque fibre de mon être voulait fuir, mais je me suis forcé à avancer, un pas prudent à la fois. La créature observait mon approche sans bouger, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Quand j'ai atteint la pierre plate, j'ai fouillé la pochette à ma ceinture et j'ai réussi à en extraire une poignée de tabac en vrac. Je l'ai placée sur la pierre, puis je me suis lentement reculé. La créature s'est de nouveau avancée. Elle s'est penchée et a reniflé le tabac, puis a émis un son qui aurait pu être de la satisfaction. Elle m'a regardé à nouveau, et pendant un instant, nos yeux se sont croisés directement. Ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais anticipé le vide animal, l'absence de pensée supérieure. Au lieu de cela, j'ai vu de la tristesse.
une tristesse profonde et ancienne mêlée de méfiance, de suspicion et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Quelle que soit cette créature, ce n'était pas une bête sans cervelle. Elle pensait, ressentait, comprenait. La créature a émis un autre son, celui-ci dirigé vers Sarah. Ils ont échangé une série de vocalises qui portèrent clairement un sens, bien que je ne puisse rien en déchiffrer. Après peut-être une minute de cette communication, la créature s'est retournée et a commencé à repartir vers l'obscurité de la forêt. Les deux silhouettes plus petites ont suivi. Sarah est restée où elle était, jusqu'à ce que les bruits de leur passage s'estompent complètement. Puis elle a expiré lentement et s'est tournée vers moi. « Maintenant, vous savez, dit-elle simplement, le peuple de la forêt est réel. Ils sont ici depuis plus longtemps que mon peuple ne peut s'en souvenir. Nous avons maintenu la paix avec eux pendant de nombreuses générations. Et maintenant, ils sont en danger. » J'ai retrouvé ma voix avec difficulté. « Que sont-ils » Sarah secoua la tête. « Je ne sais pas comment votre science les appellerait. Mon peuple les appelle Kiwakw, les géants de la forêt. D'autres les ont appelés Sasquatch, Bigfoot, de nombreux noms dans de nombreuses langues. Ce qui importe n'est pas comment on les appelle. Ce qui importe, c'est qu'ils existent, qu'ils sont intelligents et que quelque chose menace leur survie. Les dégâts que j'ai documentés aujourd'hui, dis-je, mon esprit luttant pour se réorganiser autour de cette nouvelle réalité. C'était eux? Oui. Sarah se rassit sur sa pierre, l'air soudainement fatigué. Ils sont agités depuis des mois maintenant. Quelque chose se passe dans la forêt profonde, dans les zones qu'ils considèrent les plus sacrées. Ils essaient de nous avertir, d'attirer l'attention de quelqu'un. Pourquoi viendraient-ils vers vous? Pourquoi faire confiance aux humains? Parce que nous avons fait nos preuves au fil de nombreuses générations. Sarah regarda vers l'endroit où les créatures avaient disparu. Ma grand-mère les a rencontrées, sa grand-mère avant elle. Nous avons toujours gardé leurs secrets, nous avons toujours respecté leur territoire. En retour, ils laissent nos terrains de chasse en paix et nous avertissent des dangers de la forêt. C'est un arrangement pratique autant que spirituel. Je suis resté là, au clair de lune, toute ma vision du monde s'effondrant et se reconstruisant autour de cette unique vérité impossible. Combien sont-ils? Sur ce territoire, peut-être 20 ou 30. Sarah haussa les épaules. Ils ne se rassemblent pas en grands groupes, des unités familiales, principalement. Un mâle dominant, des femelles, des jeunes. Ils se déplacent sur des territoires qui couvrent des centaines de kilomètres carrés. C'est comme ça qu'ils sont restés cachés. La forêt est vaste et ils la connaissent mieux que n'importe quel humain ne le pourrait jamais. Mais des gens ont dû les voir. Des chasseurs, des randonneurs, des chercheurs. Comment quelque chose d'aussi grand peut-il rester caché? Ils sont intelligents, dit Sarah. Plus intelligents que vous ne le pensez. Ils savent comment éviter d'être vus. Ils savent quelles zones les humains fréquentent et quelles zones sont vraiment sauvages. Et quand quelqu'un les voit, elle sourit sombrement. Qui les croit? Un chasseur sort des bois en prétendant avoir vu un homme géant couvert de poils. Ses amis rient. Les journaux font des blagues. Le témoin apprend à se taire. C'est le camouflage parfait. Votre propre culture refuse de croire ce que les gens voient de leurs propres yeux. Je me suis assise lourdement sur un rocher, soudainement épuisée par le poids de cette révélation. Vous avez dit que quelque chose les menaçait. Quoi? C'est là que j'ai besoin de votre aide pour comprendre. Sarah se pencha en avant. Le peuple de la forêt montre des signes de détresse depuis des mois. Ils quittent leur territoire traditionnel. Les femelles gardent les jeunes près d'elles, au lieu de les laisser se promener librement, et ils laissent des signes d'avertissement. Elle fit un geste vague vers la forêt endommagée en contrebas. Ils poussent des arbres, déplacent des rochers, essayent de marquer des frontières qui disent « défense d'entrée », des signes d'avertissement pour qui? Pour quiconque voudra bien écouter. Sarah me fixa de ce regard pénétrant. Vous travaillez pour le service des forêts.
Vous avez accès à des informations que je n'ai pas. Des cartes, des registres, des permis, des rapports d'activité en pleine nature. Quelque chose se passe dans la forêt profonde qui chasse les kiwaks de chez eux. J'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir quoi? J'y ai réfléchi un instant. Même si je voulais aider, je ne peux pas exactement mettre des géants de la forêt dans mes rapports officiels. Ma supérieure me ferait passer une évaluation psychologique. Non, vous ne devez jamais mentionner le peuple de la forêt à qui que ce soit. La voix de Sarah était tranchante. C'est la règle la plus importante. Si le monde extérieur apprend leur existence, ce sera la fin pour eux. Les scientifiques voudront les capturer et les étudier. Les médias voudront les filmer. Les chasseurs voudront les tuer pour des trophées. Leur seule protection est de rester un mythe. Alors comment suis-je censé aider? En cherchant des causes humaines à leur perturbation, activités illégales, développement non autorisé, exploitation minière, exploitation forestière. Quoi qu'il se passe dans la forêt profonde, c'est quelque chose que les gens font. Trouver la cause humaine, et nous pourrons y remédier par des voies humaines. Je l'ai regardé un long moment. C'était insensé. Je venais d'être témoin de quelque chose qui contredisait tout ce qu'on m'avait appris sur le monde naturel, et maintenant, cette femme âgée me demandait de devenir une sorte d'enquêtrice infiltrée pour une espèce cachée de primates. La partie rationnelle de mon cerveau insistait pour que je retourne à mon pick-up dès l'aube et que je revienne au monde confortable des relevés de sentiers et des évaluations de dégâts. Mais je continuais de voir ses yeux, cette tristesse ancienne, cet espoir désespéré. Je ferai ce que je peux, dis-je finalement. Mais j'ai besoin de plus d'informations. J'ai besoin de comprendre leur territoire, leur schéma. Quelles zones spécifiques sont affectées? Pouvez-vous organiser une autre rencontre? Sarah hocha lentement la tête. Revenez dans 3 jours. Venez au même endroit à minuit. J'essaierai de les amener, mais je ne peux rien promettre. Ils ne reçoivent pas d'ordre de moi. Ils n'acceptent des rencontres que lorsqu'ils le choisissent. J'ai passé le reste de cette nuit à mon camp, incapable de dormir, fixant le plafond de la tente pendant que mon esprit digérait ce dont j'avais été témoin. Au moment où l'aube éclaircit le ciel, j'avais commencé à accepter l'impossible. Le peuple de la forêt était réel. Ils étaient intelligents, ils étaient en danger, et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu partie prenante d'un accord ancien entre leur espèce et des humains prêts à protéger leurs secrets. Je suis reparti le lendemain matin, et je suis retourné au bureau de Jackman. Hélène attendait mon rapport, et je lui en ai donné un. « Activité d'ours », dis-je, bien que je sache que c'était un mensonge. Une concentration inhabituelle d'ours noirs dans le secteur 19, probablement attirée par une bonne récolte de baies cette année. Les dégâts sont cohérents avec un comportement de marquage territorial et de recherche de nourriture. Je recommande de fermer la section à l'accès public jusqu'à fin octobre pour éviter les conflits potentiels. Hélène a accepté cette explication sans poser de questions. Elle n'avait aucune raison de douter de moi. Mon dossier était impeccable, mes évaluations toujours approfondies et précises. Elle a signé l'ordre de fermeture et a rempli les documents appropriés. Pendant les 3 jours suivants, je me suis plongé dans la recherche. J'ai sorti toutes les demandes de permis pour la région couvrant les 2 dernières années. J'ai examiné les images satellites accessibles via le programme d'extension de l'université. J'ai étudié les relevés géologiques, les plans d'exploitation forestière, les rapports de gestion de la faune. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer pourquoi le peuple de la forêt était chassé de ses territoires traditionnels. Le 2e jour, je l'ai trouvé. Une société appelée Northern Range Resource Assessment avait déposé une demande de permis d'exploration minière dans une zone située à environ 25 km au nord-ouest du secteur 19. La demande de permis concernait techniquement l'échantillonnage de sol et l'analyse géologique, mais les détails étaient vagues d'une manière qui a éveillé mes soupçons. La société était enregistrée dans le Delaware,
un État connu pour l'anonymat des entreprises. Le permis couvrait près de 100 km² de nature sauvage, sans route, l'un des terrains les plus reculés du nord du Maine. J'ai creusé plus profondément. Northern Range avait déposé des permis similaires dans 3 autres endroits du nord-est, au cours des 4 dernières années. 2 de ces sites avaient ensuite été achetés par des sociétés minières pour l'exploration de l'or et du cuivre. Le schéma était clair. Northern Range était une société écran pour la prospection minière, utilisant de larges permis de recherche pour sonder des gisements de valeur qui pouvaient ensuite être vendus à de véritables opérations minières. Mais l'exploration minière dans les bois du Maine ne causerait normalement pas le genre de perturbation dont j'avais été témoin. L'échantillonnage de sol et l'analyse géologique étaient des activités relativement bénignes, généralement menées par de petites équipes avec un impact minimal. Quelque chose d'autre se passait. Le 3e jour, je suis retourné au départ du sentier de Moose River et j'ai marché jusqu'à l'affleurement de granit. La lune était décroissante, mais encore assez brillante pour naviguer. Sarah attendait, mais cette fois, elle n'était pas seule. 2 autres femmes se tenaient avec elle, toutes 2 d'âge moyen, avec la même dignité tranquille et les mêmes traits burinés. « Ce sont mes nièces, » dit Sarah. « Margaret et Christine. Elles aident à maintenir nos accords avec le peuple de la forêt. » J'ai hoché la tête respectueusement. Ont-ils accepté de nous rencontrer? Nous verrons. Sarah commença à marcher vers le bord de l'affleurement, puis s'arrêta. Vous devez savoir que la situation est devenue plus urgente. Il y a 2 nuits, il y a eu une explosion dans la forêt profonde. Nous l'avons entendu même depuis le village. Le peuple de la forêt est très effrayé maintenant. Une explosion? Quel genre d'explosion? C'est ce que nous devons découvrir. Sarah me regarda. Avez-vous appris quelque chose sur l'activité humaine dans la région? Je lui ai parlé de Northern Range Resource Assessment, des permis d'exploration minière, de mes soupçons quant à leur véritable objectif. Sarah écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. S'ils cherchent des minéraux, dit-elle finalement, ils utilisent peut-être des explosifs pour créer des relevés sismiques. C'est une technique dont j'ai entendu parler. Ils déclenchent des charges souterraines pour voir comment les vibrations se propagent à travers la roche. Cela les aide à identifier les gisements. Cela expliquerait les dégâts, dis-je. Des explosifs assez puissants pour être enregistrés par des équipements sismiques terrifieraient le peuple de la forêt. Et s'ils font cela sans les permis appropriés pour l'utilisation d'explosifs, ce serait hautement illégal. Pouvez-vous trouver des preuves qui forceraient votre gouvernement à les arrêter? Je peux essayer, mais j'ai besoin de savoir exactement où ces explosions ont lieu. Cela signifie entrer sur leur territoire, voir les dégâts par moi-même. Sarah échangea des regards avec ses nièces. Le peuple de la forêt pourrait ne pas le permettre. Ils sont très protecteurs de leur zone sacrée. Alors, nous devons leur demander. Nous avons attendu que la lune monte plus haut. La nuit était plus froide qu'auparavant, avec une morsure qui laissait présager l'arrivée du gel. Je pouvais entendre le son lointain de la rivière dans la vallée en contrebas, un murmure constant qui était là depuis des milliers d'années. Ils sont venus sans prévenir, se matérialisant hors de l'obscurité comme des ombres prenant forme. Cette fois, ils étaient aux 4. Le grand mâle que j'avais vu auparavant, celui à la fourrure plus claire qui se déplaçait avec une autorité similaire, et 2 autres qui étaient clairement plus jeunes, leurs mouvements plus énergiques et curieux. Ils se sont arrêtés au bord de la clairière, nous observant de ses yeux calculateurs et intelligents. Sarah s'avança et commença l'échange de vocalises dont j'avais été témoin auparavant. Cela dura plus longtemps cette fois, avec plus d'allers-retours, plus de désaccords apparents. À un moment donné, la silhouette à la fourrure plus claire émit un son qui était clairement négatif, un aboiement sec de rejet. Mais Sarah continua,
patiente et persistante, jusqu'à ce que finalement le grand mâle fasse un geste avec un bras massif. « Ils vont nous montrer, » dit Sarah en se tournant vers moi, « mais seulement vous et moi. Les autres doivent rester ici. » Elle regarda Margaret et Christine qui hochèrent la tête sans se plaindre. J'ai suivi Sarah et les deux plus grandes silhouettes dans l'obscurité de la forêt. Le voyage qui suivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Nous nous sommes déplacés à travers un terrain sans sentier, sans repères, rien pour indiquer que des humains étaient jamais passés par là. Le peuple de la forêt nous a conduits à travers des lits de ruisseaux et par-dessus des crêtes, à travers des fourrés denses de sous-bois qui semblaient s'écarter pour eux, mais qui s'accrochaient et déchiraient mes vêtements. Ils se déplaçaient avec une vitesse étonnante pour leur taille, couvrant un terrain qui m'aurait pris des heures en ce qui semblait être des minutes. Après ce qui aurait pu être 1 heure ou 2, nous avons débouché dans une petite prairie entourée d'épicéas imposants. Le clair de lune, ici, était plus brillant, non obstrué par la canopée. Et au centre de la prairie, j'ai vu la preuve que je cherchais. Un cratère d'environ 6 mètres de diamètre et plusieurs mètres de profondeur avait été creusé dans la terre. La végétation environnante était brûlée et aplatie. Les arbres au bord de la clairière avaient été dépouillés de leur écorce par la force de l'explosion. Et éparpillés autour du cratère se trouvaient des signes indubitables d'activité humaine. Des morceaux d'équipement, des fragments de fil, un sac en toile en lambeaux portant un logo d'entreprise. Je me suis approché pour examiner les débris de plus près. Le logo sur le sac était exactement ce à quoi je m'attendais, Northern Range Resource Assessment, et les fragments d'équipement étaient clairement du matériel de test sismique, le genre utilisé pour déclencher des explosions souterraines contrôlées et enregistrer les vibrations résultantes. Je n'ai rien photographié, je n'avais pas d'appareil photo, mais j'ai mémorisé chaque détail, créant une carte mentale du site que je pourrais recréer plus tard. Le relèvement à la boussole depuis la crête que nous avions traversée, la distance approximative parcourue, les fragments d'équipement spécifiques et leur position. Le grand mâle émit un son et Sarah traduisit. Ils ont trouvé 4 sites comme celui-ci. Les explosions surviennent sans avertissement, fortes, violentes, terrifiantes. Elle marqua une pause, la voix brisée. La première explosion a tué l'un de leurs jeunes, une femelle, à peine adulte. Elle cherchait de la nourriture près de la zone de l'explosion et a été tuée par la chute de débris. J'ai eu l'estomac noué. J'ai fait des calculs rapides. Si Northern Range menait une étude systématique, en utilisant un quadrillage standard pour couvrir la zone du permis, il y aurait d'autres explosions. Beaucoup d'autres. Cette opération était en cours. « Quand est-ce que ça a commencé ?» demandai-je. « Il y a 5 mois, » dit Sarah après avoir consulté le mâle. La première explosion a eu lieu au printemps, alors que la neige fondait encore. Depuis, il y en a eu 3 autres. Chacune pousse le peuple de la forêt plus loin de son territoire traditionnel. Il manque d'endroits sûrs. Le grand mâle émit une autre série de sons. Cette fois, il semblait les diriger vers moi. Ses yeux sombres croisèrent les miens alors qu'il faisait un geste vers le cratère, puis vers la forêt environnante, puis de nouveau vers moi. « Il demande si vous pouvez arrêter ça », traduisit Sarah. « Il demande si vous avez l'autorité pour y mettre fin. » J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. « Je travaille pour l'État. C'est un terrain fédéral, ce qui complique les choses. Mais l'activité ici est clairement illégale. Northern Range a peut-être un permis pour l'échantillonnage de surface, mais ils n'ont pas l'autorisation pour des tests explosifs dans des zones sauvages désignées. Si je peux documenter cela par les voies appropriées, je peux faire révoquer leur permis. » « Le documenter ?» Sarah secoua la tête. « Vous ne pouvez pas mentionner le peuple de la forêt. » « Je n'aurai pas à le faire. Les dommages environnementaux seuls sont suffisants. Destruction d'une zone sauvage, contamination potentielle des eaux souterraines par des résidus d'explosifs,
Activité commerciale non autorisée dans une forêt protégée. Ces violations entraînent de lourdes peines, de lourdes amendes, la perte des privilèges d'exploitation, potentiellement des poursuites pénales pour les responsables. Le grand mâle sembla comprendre mon ton, sinon mes mots. Il émit un son qui ressemblait presque à une question. « Je lui dis que vous allez essayer d'aider, » dit Sarah, « que vous utiliserez votre autorité pour arrêter les explosions. Dites-lui que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, dis-je. Je ne peux pas promettre un succès complet, mais je promets d'essayer. » Sarah traduisit. Le mâle m'étudia un long moment, puis fit un geste qui ressemblait presque à un hochement de tête. Il tendit une main massive et toucha mon épaule, très doucement. Le contact ne dura qu'une seconde, mais la signification était indubitable. Confiance, espoir, un appel à protéger son peuple et leur foyer. Nous avons retraversé la forêt nocturne, arrivant à l'affleurement de granit alors que la première lueur grise de l'aube apparaissait dans le ciel oriental. Les plus jeunes membres du peuple de la forêt avaient disparu pendant notre voyage, se fondant à nouveau dans la nature. Seul le grand mâle nous accompagna jusqu'au point de rencontre où Margaret et Christine attendaient avec un soulagement évident. « Merci », dis-je au mâle, ne sachant pas s'il pouvait comprendre, mais ressentant le besoin de l'exprimer. « Je n'oublierai pas ce que vous m'avez montré. » Il me regarda une dernière fois, ses yeux anciens et tristes détenant la connaissance de siècles, puis se tourna et disparut dans les ombres entre les arbres. Un instant, il était là, une silhouette massive se découpant sur le ciel qui s'éclaircissait. L'instant d'après, il était parti, comme si la forêt l'avait simplement absorbé. Sarah toucha mon bras. « Vous devriez vous reposer. Le travail qui vous attend sera difficile. »« Je sais. » Je regardais vers la vallée où m'attendait ma tante. « Mais je sais ce que je dois faire maintenant. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. J'ai déposé des rapports détaillés documentant les sites d'explosion, basés sur des descriptions de dégâts que j'ai prétendu avoir découverts en menant des relevés prolongés en pleine nature. J'ai identifié Northern Range Resource Assessment et documenté le statut de leur permis, notant les divergences entre leurs activités autorisées et les preuves de tests explosifs. J'ai contacté le bureau régional de l'EPA et demandé une enquête sur les violations environnementales potentielles. J'ai été prudente, toujours prudente, pour tout formuler en termes purement scientifiques et juridiques. Explosifs non autorisés en milieu sauvage protégé, destruction d'habitats de forêts anciennes, contamination potentielle du bassin versant, perturbation de la faune. C'étaient des violations que tout enquêteur compétent pouvait vérifier sans jamais apprendre la véritable raison de mon inquiétude. Le processus bureaucratique était lent, d'une lenteur frustrante, alors que je savais que chaque semaine qui passait pouvait amener une autre explosion, une autre fuite terrifiée du peuple de la forêt, potentiellement un autre mort. Mais les rouages du gouvernement ont fini par tourner. 3 semaines après mes premiers rapports, une équipe d'enquêteurs fédéraux est arrivée dans la région. Ils ont marché jusqu'au site des explosions, prélevé des échantillons, documenté les débris d'équipement et photographié la destruction. Leur rapport a confirmé tout ce que j'avais affirmé. Northern Range Resource Assessment menait des tests sismiques illégaux en milieu sauvage désigné, utilisant des charges explosives sans autorisation appropriée ni évaluation d'impact environnemental. L'entreprise a reçu l'ordre de cesser immédiatement toutes ces opérations. Leurs permis ont été révoqués en attendant une enquête complète. 2 mois plus tard, les procureurs fédéraux ont engagé des poursuites contre les dirigeants de l'entreprise, demandant des amendes substantielles et une interdiction permanente de toutes les opérations sur les terres fédérales. Les explosions ont cessé. Sarah m'a appelé au bureau un soir de fin octobre. Elle utilisait rarement le téléphone, préférant la communication en face à face, mais ce message était suffisamment urgent pour justifier l'exception. Le peuple de la forêt est retourné sur son territoire traditionnel, dit-elle. Le grand mâle, sa famille, plusieurs autres groupes, ils commencent à se remettre du traumatisme de ces mois. C'est une bonne nouvelle, dis-je,
un soulagement m'envahissant. Je n'étais pas sûr que nous ayons agi à temps. Vous avez bien fait. La voix de Sarah portait une chaleur que je n'avais jamais entendue auparavant. Mes nièces me disent que vous avez visité l'affleurement de granit 2 fois ce mois-ci, laissant des offrandes de tabac même quand aucune réunion n'était prévue. Ça me semblait être la bonne chose à faire. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant la carte topographique encadrée sur le mur de mon bureau. Ils ont besoin de savoir qu'on ne les a pas oubliés. Ils le savent. Elle marqua une pause. Le grand mal m'a demandé de vous transmettre quelque chose. Il dit que vous faites maintenant partie de l'accord, partie du pont entre nos peuples. Tant que vous vivrez, le peuple de la forêt vous considérera sous sa protection. Tant que vous garderez leurs secrets, ils veilleront sur vous en retour. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que cela signifiait, mais cela me semblait important. Merci, dis-je. Remerciez-le pour moi. Dites au grand mal que je suis honoré. J'ai continué mon travail de technicienne de relevé pendant encore 12 ans, finissant par atteindre un poste de direction au bureau régional. Durant toutes ces années, j'ai maintenu le contact avec Sarah Running Deer et ses nièces, recevant des rapports occasionnels sur le peuple de la forêt, leurs mouvements, leur santé, la croissance de leurs jeunes. Je suis devenu, comme Sarah l'avait prédit, un pont entre les mondes, utilisant ma position pour protéger discrètement les territoires où vivait le peuple de la forêt. Parfois, lors de relevés en solitaire dans l'arrière-pays profond, je ressentais la sensation d'être observé. Les poils de ma nuque se hérissaient, et je savais, d'une manière ou d'une autre, que je n'étais pas seul. Je ne les ai jamais vus à ces occasions. Ils étaient trop prudents, trop doués pour rester cachés, mais je savais qu'ils étaient là, observant l'humaine qui était devenue leur allié improbable. Au début du printemps 2003, Sarah est décédée paisiblement chez elle, dans la réserve. Elle avait 93 ans. Ses nièces ont continué le travail qu'elle avait commencé, et elles m'ont emmené à ses funérailles, où j'étais la seule non-autochtone présente. Pendant la cérémonie, j'aurais juré entendre une vocalise provenant de la forêt au-delà du cimetière. Un son profond et plaintif qui a traversé la cime des arbres comme un vent qui n'était pas tout à fait du vent. Quand j'ai regardé Margaret, elle a légèrement hoché la tête. Ils étaient venus rendre hommage. J'ai gardé une figurine en bois sculptée sur mon bureau pour le reste de ma carrière. Elle était arrivée dans un colis un automne, sans adresse de retour, sans mots. La sculpture représentait 2 personnages debout côte à côte. Une femme humaine, reconnaissable à ses vêtements et à sa posture, et une silhouette imposante couverte de poils, sa main reposant doucement sur l'épaule de la femme. Mes collègues me posaient parfois des questions sur la sculpture. « C'est un cadeau d'une aînée autochtone », disais-je, quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur des questions de préservation de la nature. C'était assez vrai. Ce que je ne leur disais pas, c'est ce que la sculpture représentait vraiment. Une promesse tenue, un secret protégé. Et la connaissance que dansent les forêts les plus profondes, dans les endroits où les arbres anciens se dressent encore et où les humains s'aventurent rarement, nous n'étions jamais vraiment seuls. Certains mystères, avais-je appris, n'étaient pas faits pour être résolus. Ils étaient faits pour être gardés, respectés et autorisés à rester dans les ombres où ils avaient survécu pendant des millénaires. Et parfois, la plus grande découverte n'était pas de révéler la vérité au monde. C'était de devenir un gardien de cette vérité en veillant à ce que des êtres qui avaient choisi le silence puissent continuer à vivre en paix. Le peuple de la forêt était réel. Il rencontrait la tribu de Sarah depuis des générations, non seulement par tradition ou obligation spirituelle, mais parce que les 2 peuples comprenaient quelque chose de fondamental. La survie signifiait parfois construire des ponts entre des mondes différents, se protéger mutuellement des menaces qu'aucun ne pouvait affronter seul. Et maintenant, je faisais partie de cet accord ancien, une gardienne moderne d'un secret ancien, veillant sur des forêts qui contenaient plus que des arbres et des sentiers. Elle contenait le dernier refuge d'êtres qui avaient survécu en restant cachés.
et je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'ils puissent continuer à le faire. Les années qui suivirent ne furent pas toujours faciles. Il y eut des moments de doute, des moments où la partie rationnelle de mon esprit insistait sur le fait que ce dont j'avais été témoin devait être une sorte d'hallucination ou de tromperie élaborée. Mais alors je ressentais cette sensation d'être observé lors d'un relevé en solitaire, où je recevais un message cryptique de Margaret sur l'activité dans la forêt profonde, et je me souvenais, le poids de ses yeux, le contact de cette main massive sur mon épaule, la tristesse et l'espoir dans ce regard. J'ai appris à lire les signes qu'il laissait, des marques subtiles sur les arbres que la plupart des gens considéreraient comme des dégâts d'ours, des pierres disposées selon des motifs qui semblaient aléatoires mais qui avaient un sens, des sons dans la nuit qui pouvaient être expliqués comme des chouettes, le vent ou le craquement des branches, mais que je savais être quelque chose de plus. À l'été 2006, Margaret a appelé avec des nouvelles troublantes. Une équipe de tournage de Californie avait obtenu des permis pour réaliser un documentaire sur les cryptides dans les bois du Maine. Il prévoyait des expéditions étendues en pleine nature, équipées de caméras thermiques, de détecteurs de mouvement et d'autres technologies spécifiquement conçues pour détecter de grands animaux en forêt dense. « Ils sont différents des chercheurs occasionnels », dit Margaret. « Ces gens sont sérieux. Ils ont des financements, du matériel et des mois de temps. Si quelqu'un pouvait trouver le peuple de la forêt, ce serait eux. » J'ai compris immédiatement. Au fil des décennies, divers chasseurs de Bigfoot étaient venus dans les bois du Maine, mais c'étaient généralement des amateurs avec des appareils photo bon marché et des attentes irréalistes. Ils passaient quelques jours à arpenter les sentiers accessibles, enregistraient des sons ambigus et repartaient déçus. Le peuple de la forêt savait comment éviter de telles intrusions maladroites, mais une équipe professionnelle avec imagerie thermique et détecteur de mouvement était une menace différente. S'ils installaient leur équipement au bon endroit au bon moment, ils pourraient capturer des preuves qu'il serait impossible d'ignorer. Où concentrent-ils leurs recherches ? Demandai-je. La région d'Allagash, principalement. Mais ils ont des permis pour toute la zone sauvage du Nord, y compris, elle marqua une pause significative, les territoires dont nous avons discuté. J'ai passé les 2 semaines suivantes à recueillir discrètement des informations. Le documentaire était produit par une petite société spécialisée dans le contenu paranormal et cryptide. Ils avaient engagé une équipe de pisteurs expérimentés et les avaient équipés de technologies de surveillance de pointe. Leur plan était d'établir un réseau de caméras et de capteurs à distance couvrant plusieurs kilomètres carrés de nature sauvage, puis de surveiller les flux pour tout signe d'activité inhabituelle. Je ne pouvais pas les empêcher de filmer. Leur permis était légitime et ils avaient tout à fait le droit d'être dans la forêt publique. Mais je pouvais leur rendre la tâche plus difficile. En utilisant ma position au service des forêts, j'ai fait en sorte que l'entretien des sentiers soit programmé dans plusieurs zones clés qui bordaient les territoires du peuple de la forêt. Le bruit et l'activité des équipes de travail feraient fuir toute la faune, expliquant à l'équipe du documentaire pourquoi leurs capteurs ne détectaient rien d'inhabituel. J'ai également suggéré à ma supérieure d'augmenter les patrouilles de gardes forestiers dans l'arrière-pays pendant la période de tournage, soi-disant pour des raisons de sécurité publique. La présence humaine accrue encouragerait davantage le peuple de la forêt à rester caché. Plus important encore, j'ai contacté le producteur principal du documentaire et j'ai offert mon expertise en tant que guide local. J'ai expliqué que j'avais travaillé dans ces forêts pendant plus d'une décennie et que je connaissais le terrain mieux que quiconque. Ils ont accepté avec gratitude, ne réalisant pas que mon véritable but était de les éloigner des zones sensibles. Pendant 3 mois, j'ai accompagné l'équipe de tournage dans leurs expéditions. Je les ai conduits dans de longues et épuisantes randonnées à travers un terrain qui était vraiment isolé, mais soigneusement choisi pour éviter toute chance de rencontrer le peuple de la forêt. J'ai exprimé mon enthousiasme pour leur projet tout en dirigeant subtilement leur
Attention vers des zones qui ne donneraient rien d'autre que des images de faune ordinaire. Lorsque leur caméra thermique détectait des signatures de chaleur, je les identifiais comme des orignaux, des cerfs ou des ours, avec une autorité confiante qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en question. Le documentaire a finalement été achevé et a reçu une attention modeste. Il présentait des images d'ambiance de la nature sauvage du Maine, des interviews d'habitants locaux sur des rencontres étranges, et de nombreux sons et ombres ambigus qui pouvaient ou non être la preuve de quelque chose d'inhabituel. Le peuple de la forêt n'a jamais été filmé. La société de production est passée à son projet suivant, satisfaite d'avoir produit un contenu divertissant même s'il n'avait pas trouvé de preuves définitives. Mais l'expérience m'a appris que les menaces pesant sur le peuple de la forêt n'étaient pas seulement industrielles ou commerciales. L'obsession moderne de tout documenter, de capturer chaque mystère sur caméra et de le partager instantanément avec le monde, était peut-être un danger encore plus grand. Une seule photographie ou vidéo claire suffirait à attirer des milliers de chercheurs dans ces bois, chacun espérant capturer sa propre preuve. Le peuple de la forêt avait survécu en restant invisible. À l'ère des smartphones et des satellites, cette invisibilité devenait plus difficile à maintenir. J'en ai discuté avec Margaret lors de l'une de nos réunions régulières à l'affleurement de granit. Nous nous y retrouvions encore occasionnellement, bien que les cérémonies formelles de minuit soient devenues moins fréquentes à mesure que le peuple de la forêt apprenait à me faire confiance plus directement. Les jeunes sont curieux de la technologie, dit Margaret. Ils observent les randonneurs de loin, observant les appareils qu'ils transportent. L'un des mâles adolescents a essayé d'examiner un téléphone portable abandonné par un randonneur négligent. Sa mère a été terrifiée et l'a chassé avant qu'il ne puisse le toucher. « Ce sont des êtres intelligents », ai-je répondu. « La curiosité est naturelle, mais cette curiosité pourrait être dangereuse pour eux. » Ma grand-mère s'inquiétait des jumelles et des appareils photo. Maintenant, il y a des appareils qui peuvent voir dans l'obscurité, enregistrer des sons à de grandes distances, suivre les mouvements à travers la forêt. Margaret secoua la tête. Chaque génération fait face à de nouveaux défis. Nous avons discuté de diverses stratégies pour protéger le peuple de la forêt dans ce monde de plus en plus connecté. Certaines étaient pratiques, comme mes efforts pour influencer les zones de recherche des équipes de documentaires. D'autres étaient plus spéculatives, abordant la manière de gérer le jour inévitable où une preuve claire de leur existence pourrait émerger malgré toutes les précautions. « Si ce jour arrive, dit Margaret, la décision appartiendra au peuple de la forêt, lui-même. Ils ont survécu pendant des milliers d'années en s'adaptant aux circonstances changeantes. Peut-être trouveront-ils des moyens de s'adapter à cela aussi. » La conversation m'est restée en tête pendant des mois. J'en étais venu à me soucier profondément de ces êtres que je voyais rarement et que je ne pouvais pas vraiment comprendre. La pensée de leur découverte, de leur capture, de leur transformation de mystères protégés en spécimens scientifiques ou en sensations médiatiques était presque insupportable. Pourtant, je savais que je ne pourrais pas les protéger éternellement. Un jour, mon service prendrait fin. Un jour, le réseau de protecteurs que Sarah et ses descendantes avaient construit ferait face à des défis dépassant leur capacité à les gérer. Tout ce que je pouvais faire, c'était de continuer le travail tant que j'en étais capable. Documenter les menaces, rediriger les curieux, maintenir les frontières, honorer l'accord ancien qui avait fait de moi, de manière improbable, une gardienne de secret que je n'aurais jamais pensé apprendre. À l'automne 2011, j'arpentais une section reculée de la forêt près de la frontière canadienne lorsque j'ai rencontré quelque chose qui m'a rappelé pourquoi le peuple de la forêt restait caché. J'ai trouvé les signes d'un camp qui avait été établi sans permis approprié. Pas de tente, mais des preuves de feu de camp, des déchets éparpillés et des objets inquiétants qui suggéraient que les campeurs n'étaient pas des randonneurs ordinaires, des douilles de fusils de gros calibre,
du filet de camouflage, du matériel de vision nocturne, encore dans son emballage. C'étaient des chasseurs d'un genre particulier, pas après le cerf ou l'ours, mais après quelque chose de bien plus précieux. Le marché noir des preuves de cryptides était substantiel, avais-je appris. Un corps authentique vaudrait des millions pour le bon acheteur. Même des photographies convaincantes pouvaient atteindre des prix importants auprès des collectionneurs et des tabloïds. Certaines personnes étaient prêtes à tout pour obtenir de telles preuves. J'ai photographié le campement avec soin et les signalé aux autorités compétentes. Chasse sans permis sur des terres fédérales, activités de braconnage potentiel, équipements suspects suggérant un trafic illégal d'animaux sauvages. La réponse officielle a été prompte. Des gardes forestiers ont ratissé la zone et ont finalement arrêté 2 hommes d'un autre État qui ont admis être dans la forêt pour du gibier inhabituel. Ils ont prétendu être à la recherche d'une population supposée de panthères noires. Une histoire qui a satisfait les autorités même si je soupçonnais leur véritable proie. Le peuple de la forêt avait observé, bien sûr. Pendant mon relevé, j'ai ressenti cette sensation familière d'observation invisible. J'ai laissé du tabac à mon campement chaque nuit, un geste de respect que j'espérais être compris. Le 3e jour dans la région, j'ai trouvé un cadeau qui m'attendait au pied d'un épicéa rouge distinctif que j'utilisais comme point de repère. Un petit paquet d'herbes séchées, enveloppées dans de l'écorce et attachées avec de la fibre végétale. L'odeur était complexe, terreuse et piquante. Ne ressemblant à rien dans mes connaissances botaniques, j'ai compris le message. Gratitude pour les avoir protégés de cette nouvelle menace. Reconnaissance de mon rôle continu dans leur sécurité. Quand j'ai pris ma retraite du service des forêts en 2015, j'avais 62 ans et j'avais passé près de 3 décennies à parcourir les forêts du nord du Maine. Mon corps commençait à protester contre les longs kilomètres et les sacs lourds. Mes genoux me faisaient mal dans les descentes abruptes, mais je ne quittais pas vraiment ce travail. Margaret et Christine m'ont établi comme consultante informelle pour les questions environnementales affectant la région. Je ne portais plus d'uniforme ni d'autorité officielle, mais ma connaissance de l'arrière-pays était toujours précieuse. J'ai aidé à former de plus jeunes protecteurs, transmettant les compétences et la compréhension que j'avais accumulées au fil des ans. Je suis devenu, en substance, ce que Sarah Running Deer avait été lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. Une aînée qui connaissait des secrets que la plupart des gens ne croiraient jamais. J'ai fait mon dernier voyage à l'affleurement de granit par une douce nuit de septembre en 2018. Ma santé commençait à décliner, bien que les détails soient encore incertains. Je voulais dire au revoir tant que je le pouvais encore. Margaret et Christine m'ont accompagné, m'aidant dans les sections difficiles du sentier que j'avais autrefois parcouru sans y penser. La lune était pleine, peignant la forêt de lumière argentée. Je pouvais entendre les chouettes appeler dans la vallée en contrebas, la bande-son éternelle de ces bois. Ils sont venus, bien sûr. Ils semblaient toujours savoir quand quelque chose d'important se passait. 4 silhouettes ont émergé de l'obscurité, leur forme me semblant maintenant plus familière qu'elle ne l'avait été lors de cette première nuit terrifiante il y a tant d'années. Le grand mâle, sa fourrure montrant maintenant des mèches grises, se tenait à l'avant du groupe. À côté de lui se trouvait une femelle que je reconnaissais, sa compagne principale. Derrière eux se trouvaient 2 jeunes adultes qui n'étaient pas encore nés lorsque je suis entré pour la première fois dans ce monde. J'ai avancé lentement, mes vieilles jambes protestant mais coopérant. Le mâle m'a regardé approcher, avec ses yeux profonds et intelligents qui avaient changé ma compréhension de tout. « Je ne reviendrai pas, dis-je, bien que je sache qu'il ne pouvait pas comprendre mes mots. Mon travail ici est terminé, mais d'autres continueront. L'accord demeure. » Sarah Running Deer m'avait appris quelques-unes des vocalises que son peuple utilisait avec les géants de la forêt. J'en ai tenté une maintenant, un son de gratitude et d'adieu, probablement imparfait mais sincère. Le mâle a incliné sa tête massive, écoutant. Puis il s'est avancé et a posé une énorme main sur mon épaule, très doucement.
Le contact a duré plus longtemps cette fois, reconnaissant peut-être que ce serait notre dernier. J'ai senti la chaleur de sa paume à travers ma veste, la douceur surprenante de doigts qui auraient pu broyer la pierre. Quand il s'est reculé, il a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas l'une des vocalises que j'avais appris à reconnaître. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui semblait destiné spécifiquement à moi. Je ne connaîtrai jamais sa signification précise, mais l'émotion derrière était claire. Respect, gratitude, adieu. Ils se sont fondus dans la forêt aussi silencieusement qu'ils étaient venus, disparaissant dans des ombres qui semblaient les étreindre comme de vieux amis. Je suis resté là longtemps après, regardant l'espace où ils avaient été, me remémorant tout ce que nous avions partagé. La randonnée de retour au départ du sentier a pris la majeure partie de la nuit. Margaret et Christine sont restées avec moi, patientes, avec mon rythme lent et mes repos fréquents. Alors que l'aube commençait à éclaircir le ciel oriental, nous sommes sortis de la forêt pour ce que je savais être la dernière fois. J'ai continué à vivre dans la petite cabane que j'avais achetée à l'extérieur de Jackman, entourée par les forêts que j'avais passé ma vie à protéger. Margaret me rendait visite régulièrement, apportant des nouvelles des bois profonds. La fille de Christine, une jeune femme nommée Elisabeth, apprenait les anciennes traditions, se préparant à prendre sa place dans la chaîne de gardiens qui remontait à des générations. La figurine en bois sculptée est toujours sur mon bureau pendant que j'écris ceci. La femme humaine et la silhouette imposante, debout côte à côte. Partenaires dans un accord ancien qui transcende les frontières entre les espèces, entre les mondes. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Les médecins parlent de complications, de choix difficiles, de temps mesuré en mois plutôt qu'en années. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu une vie pleine de sens, contribuant à quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai vu des merveilles que la plupart des gens ne peuvent imaginer, et j'ai gardé des secrets qui mourront avec moi. Le peuple de la forêt est réel. Il rencontre les peuples autochtones de cette terre depuis des générations, construisant des ponts de compréhension entre leur monde et le nôtre. Et maintenant, bien que ma part dans cette histoire se termine, l'histoire elle-même continue. De nouveaux protecteurs se lèvent pour prendre ma place. Les territoires sont cartographiés et surveillés. Les accords sont maintenus. L'équilibre ancien entre le caché et le visible, entre le mystère et le banal est préservé. Je trouve la paix en cela. J'y trouve un but. Et quand je ferme les yeux, je peux encore sentir le contact de cette main massive sur mon épaule, offrant confiance, espoir et gratitude. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Les ombres savent que leurs secrets sont en sécurité. Le manuscrit s'arrête ici, mais l'histoire ne s'arrête pas là, comme c'est toujours le cas avec les vérités qui refusent de rester enfouies. Elisabeth, la fille de Christine, est devenue la gardienne principale du peuple de la forêt après ma mort. Elle avait 27 ans lorsqu'elle a assumé ce rôle, jeune selon les normes de ceux qui l'avaient précédée, mais elle possédait à la fois la connaissance traditionnelle de ses ancêtres et la compréhension technologique de sa génération. Elle a appris à surveiller les images satellites pour déceler des signes d'activité non autorisés dans les territoires protégés. Elle a cultivé des relations avec des groupes environnementaux, des chercheurs en faune et des fonctionnaires sympathiques qui pouvaient aider à détourner les menaces sans jamais apprendre la vraie nature de ce qu'ils protégeaient. Le peuple de la forêt s'est adapté aussi. Il l'avait toujours fait, à travers des millénaires de changements climatiques, de populations mouvantes et de technologies humaines en évolution. L'essor des drones a présenté de nouveaux défis. Alors, ils ont appris à reconnaître leur bruit et à se retirer dans des zones couvertes avant d'être photographiés. La prolifération des caméras de surveillance sur les sentiers signifiait qu'ils devenaient encore plus prudents dans leurs déplacements, voyageant principalement par mauvais temps ou pendant les nuits sans lune, lorsque les caméras étaient les moins efficaces. Leurs jeunes étaient formés, comme les jeunes l'avaient toujours été, aux arts de l'invisibilité et de la prudence. Il y a eu des alertes, bien sûr,
En 2022, un photographe animalier campant dans l'arrière-pays a capturé une brève vidéo de quelque chose de grand et de sombre, se déplaçant à travers les arbres au crépuscule. L'image était granuleuse, le sujet peu clair, mais elle a attiré l'attention de la communauté des cryptides. Des chercheurs ont investi la région pendant plusieurs mois, installant du matériel et menant des recherches systématiques. Elisabeth a géré la situation avec une habileté impressionnante. Elle a encouragé les chercheurs à se concentrer sur des zones éloignées des vrais territoires. Elle a fait en sorte que des équipes du service forestier effectuent des travaux d'entretien qui expliqueraient tout dommage ou perturbation que les chercheurs pourraient trouver. Interrogée par des journalistes qui avaient eu vent de l'histoire, elle a exprimé un scepticisme poli tout en évitant soigneusement tout déni catégorique qui pourrait attirer davantage l'attention. La vidéo a finalement été attribuée à un ours noir particulièrement grand avec une démarche inhabituelle. Les chercheurs sont passés à d'autres mystères. Le peuple de la forêt est resté non découvert, mais Elisabeth savait, comme je l'avais su, que chaque alerte les rapprochait du moment de la révélation. Les outils pour trouver des créatures cachées devenaient plus sophistiqués chaque année. L'imagerie thermique pouvait détecter la chaleur corporelle à travers la canopée forestière. Les logiciels d'analyse audio pouvaient isoler et améliorer des sons que les oreilles humaines pouvaient à peine percevoir. Les tests ADN pouvaient identifier des espèces à partir de la plus petite trace de poils ou de salive. Finalement, inévitablement, quelque chose serait trouvé qui ne pourrait pas être expliqué. Ce qui se passerait alors dépendrait de nombreux facteurs. Comment les preuves seraient présentées? Qui contrôlerait le récit? Si le peuple de la forêt choisirait de se révéler selon ses propres termes ou serait forcé de sortir de l'ombre par des circonstances indépendantes de sa volonté. Elisabeth a passé de longues nuits à discuter de ses possibilités avec ses tantes et avec le peuple de la forêt lui-même. Leur communication était devenue plus sophistiquée au fil des ans. Sarah Running Deer connaissait peut-être 50 vocalises. Elisabeth en avait appris le double, plus un système de gestes et de signaux visuels qui permettaient des échanges plus complexes. Elle pouvait maintenant discuter de concepts abstraits avec le peuple de la forêt. Des idées comme la couverture médiatique, la recherche scientifique, la protection juridique. Ils comprenaient les enjeux, ces êtres qui avaient survécu pendant des milliers d'années. Ils savaient que la découverte pourrait signifier la fin de leur mode de vie. Mais ils savaient aussi que se cacher devenait plus difficile, que leur territoire rétrécissait à mesure que le développement humain s'enfonçait plus profondément dans la nature, que chaque génération avait moins d'endroits sûrs où errer. Certains des plus jeunes membres du peuple de la forêt plaidaient pour la révélation. Ils avaient observé le comportement humain de loin et conclu que les humains modernes, avec leurs mouvements de conservation et leurs lois environnementales, pourraient être plus tolérants que leurs ancêtres. Il soulignait comment les attitudes envers d'autres grands primates avaient changé, passant de la peur et de l'hostilité à l'intérêt scientifique et à la protection. Peut-être que la même chose pourrait leur arriver. D'autres, en particulier les aînés, conseillaient une prudence continue. Ils se souvenaient des chasseurs qui venaient avec des fusils, cherchant des trophées. Ils avaient vu comment les humains se traitaient les uns les autres, avec une violence et une cruauté qui semblaient n'avoir aucune limite. À quel point traiteraient-ils pire des êtres qui n'étaient même pas humains? Elisabeth a écouté toutes les perspectives et a tiré ses propres conclusions. Si la révélation devait avoir lieu, elle devait se faire selon leurs conditions. Elle devait être soigneusement gérée, avec des protections en place, avec des alliés prêts à plaider pour eux, avec des cadres juridiques établis avant que quiconque ne sache qu'il y avait quelque chose à protéger. Elle a commencé à travailler dans cette optique, tout en continuant à s'en prémunir. Elle a cultivé des relations avec des législateurs sympathiques, parlant en termes hypothétiques de la manière dont les protections pourraient être étendues à des espèces inconnues, si elles étaient un jour découvertes. Elle a pris contact avec des chercheurs universitaires, étudiant l'éthique du premier contact avec des intelligences non humaines,
formulant ses questions comme des exercices théoriques. Elle a tout documenté, créant un dossier complet sur le peuple de la forêt, leur territoire, leur comportement, leur culture, qui pourrait être publié si et quand le moment serait venu. La dernière entrée de son journal de gardienne, datée de quelques mois seulement avant que je termine ce récit, se lit comme suit. Le grand mâle est décédé pendant l'hiver. Son fils, que j'ai vu grandir d'un adolescent maladroit à un adulte mature, dirige maintenant le groupe familial principal. Il est plus curieux des humains que son père, plus disposé à s'approcher des lieux frontaliers où nos mondes se rencontrent. Lors de notre dernière conversation, il a tenté de reproduire un mot humain que j'avais prononcé. Le résultat était imparfait, mais l'intention était claire. Il veut communiquer plus directement, il veut mieux nous comprendre. Peut-être sait-il quelque chose que j'ignore. Peut-être sent-il que le temps de se cacher touche à sa fin. Ou peut-être a-t-il simplement le courage d'imaginer un avenir différent. Quoi qu'il en soit, je continuerai le travail. Comme Sarah l'a fait avant moi. Comme Maya l'a fait après elle. Comme d'autres le feront après moi. Les ponts entre les mondes doivent être maintenus, qu'ils mènent à un secret continu ou à une révélation éventuelle. Le peuple de la forêt nous confie sa survie. Cette confiance n'est pas accordée à la légère, elle ne doit pas être trahie. Les ombres gardent leurs secrets, mais peut-être pas pour toujours. Et si le jour vient où les secrets ne peuvent plus être gardés, je prie pour que nous ayons construit suffisamment de ponts pour nous mener tous en sécurité de l'autre côté. J'ai lu les mots d'Elisabeth de nombreuses fois depuis qu'elle me les a partagés. J'y trouve à la fois de l'espoir et de la tristesse, du courage et de la prudence, les mêmes tensions qui ont défini ce travail depuis que Sarah Running Deer a établi le premier contact avec des êtres que le monde croyait impossibles. La figurine sculptée veille toujours sur moi depuis mon bureau. Deux êtres, humains et autres, se tenant ensemble. Un partenariat qui a duré des générations et qui, je crois, continuera longtemps après que nous soyons tous partis. Les forêts du nord du Maine s'étendent au-delà de ma fenêtre, sombres, profondes et pleines de mystères. Quelque part dans ces ombres, des êtres que la science dit ne pas pouvoir exister poursuivent leurs vies anciennes, élevant leurs jeunes, s'occupant de leur territoire, observant le monde humain à une distance prudente. J'ai eu le privilège de faire partie de leur histoire, d'apprendre que le monde contient plus de merveilles que nos esprits rationnels ne peuvent accepter, de comprendre que certains secrets valent la peine d'être protégés, certains mystères valent la peine d'être préservés, certains ponts valent la peine d'être maintenus entre des mondes qui autrement ne se rencontreraient jamais. Quand je fermerai enfin les yeux pour la dernière fois, je partirai en paix, sachant que le travail continue, sachant que les accords tiennent, sachant que dans les endroits les plus profonds, où les arbres anciens se dressent et où les humains s'aventurent rarement, le peuple de la forêt marche encore. Ils sont réels, ils sont protégés, et tant qu'il y aura des gardiens prêts à se tenir entre eux et un monde qui ne comprendrait pas, ils resteront exactement ce qu'ils ont toujours été. Un mystère, une merveille, un secret qui vaut la peine d'être gardé. Les ombres connaissent les leurs. Et maintenant, moi aussi. J'ai maintenant atteint la fin de ce récit, mais l'histoire continue au-delà de ces mots. Chaque nuit, dans les forêts profondes du monde, marchent des êtres qui n'ont jamais été photographiés, capturés ou étudiés par les scientifiques. Ils nous observent depuis l'obscurité avec des yeux qui recèlent une intelligence que nous ne pouvons mesurer et une tristesse que nous ne pouvons sonder. Ils ont survécu pendant des millénaires en restant invisibles, en apprenant à lire le comportement humain mieux que nous ne pouvons lire le leur, en comprenant que leur sécurité dépend de notre incrédulité. Sarah Running Deer l'avait compris. Margaret et Christine le comprennent. Elisabeth le comprend. Et moi, à ma petite échelle, j'en suis venu à le comprendre aussi, par une nuit de septembre il y a longtemps,
quand une femme âgée m'a conduite à un affleurement de granit et m'a montré quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur le monde. Le peuple de la forêt n'est pas composé de monstres. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des êtres avec des familles, des territoires et des traditions, avec des peines et des espoirs, avec le même désir fondamental qui anime tous les êtres vivants, le désir de survivre, le désir de protéger les siens. Ils ont choisi le secret parce que l'expérience leur a appris qu'on ne peut pas faire confiance aux humains avec leur existence. Chaque génération fournit de nouvelles preuves de cette croyance. Des chasseurs qui les tueraient pour des trophées, des chercheurs qui les captureraient pour les étudier, des médias qui les exploiteraient pour l'audimat, des politiciens qui les utiliseraient pour la controverse. La voie la plus sûre est de rester invisible, de laisser le monde croire qu'ils sont une légende, d'observer, d'attendre et d'espérer qu'un jour, les humains deviendront dignes de connaître la vérité. Peut-être ce jour viendra-t-il. Peut-être que le travail d'Élisabeth et le travail de ceux qui viendront après elle créeront finalement les conditions de la révélation. Peut-être y aura-t-il un temps où le peuple de la forêt pourra sortir de l'ombre et prendre sa place dans un monde qui les accepte pour ce qu'ils sont. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le secret doit être gardé. Les ponts doivent être maintenus. Les gardiens doivent veiller. Je suis reconnaissante d'avoir été l'une d'entre eux. La figurine sculptée sur mon bureau montre un humain et un géant de la forêt debout côte à côte, partenaires dans un accord ancien, gardiens de secrets partagés. C'est la vérité que j'ai vécue, c'est la vérité que j'emporterai avec moi dans ce qui viendra ensuite. Et si un jour les secrets ne peuvent plus être gardés, si le peuple de la forêt est enfin révélé à un monde qui est prêt ou non à les recevoir, j'espère qu'ils se souviendront de nous. Les humains qui ont choisi de protéger plutôt que d'exploiter. Les gardiens qui ont gardé la foi quand garder la foi signifiait garder le silence. Les ponts qui ont été maintenus, génération après génération, entre des mondes qui avaient besoin l'un de l'autre plus que l'un ou l'autre ne pouvait le dire. Les ombres le savent, et maintenant vous aussi, ce que vous faites de cette connaissance est votre choix. Croire ou ne pas croire, partager ou garder le silence. Mais sachez que quelque part, dans des forêts anciennes et profondes, des êtres observent. Ils observent depuis très longtemps, et ils continueront à observer longtemps après que nous soyons tous partis. L'histoire se termine ici, mais la vérité continue son chemin.